Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase de español número 13. Hoy es viernes 15 de mayo de 2020. Recordamos brevemente los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez une vidéo à regarder et il fallait expliquer qui étaient les personnages et ce qu'il se passait, brièvement, faire un petit résumé. Donc je vais corriger et donc ça fera partie de la leçon. Empezamos la lección del día. Pues el documento que vamos a trabajar es una comprensión oral que se titula Movistar contra el grooming y lo vamos a presentar brevemente. Este documento pues es un video y más precisamente una campaña de Movistar, marca de una multinacional española de telecomunicaciones, contra el grooming. Donc il fallait tout simplement déjà commencer par la présentation, donc une vidéo qui est plus précisément une campagne contre le grooming. Alors je laisse ce mot de côté pour l'instant, c'est un concept que vous allez travailler dans le prochain cours. Donc une campagne d'une marque espagnole de télécommunications qui est donc la marque Movistar. Si on faisait un rapprochement avec les marques françaises, ce serait par exemple Bouygues, Orange, SFR, etc. Pour vous en citer quelques-unes. Voilà. Je vais passer maintenant donc aux personnages. Je vous ai demandé qui étaient les personnages et qu'est-ce qu'il se passait en fait, donc brièvement. Al principio una chica que se llama Mia Aguirre manda una solicitud de amistad a un chico, Alejandro Padilla, que la acepta de inmediato. Empiezan a chatear a través de una pantalla de móvil. Donc au début, al principio c'est au début. On a une jeune fille qui s'appelle Mia Aguirre qui envoie, on peut utiliser le verbe mandar, éventuellement le verbe enviar, qui fonctionne aussi, les deux sont synonymes. Donc elle envoie une demande d'amis, una solicitud de amistad, amistad c'est l'amitié. Elle demande donc à Alejandro Padilla d'être son ami et celui-ci accepte de inmediato, c'est-à-dire immédiatement. Donc sans réfléchir, il accepte. Et il commence à chatter. Empiezan, c'est le verbe empezar qui, je vous le rappelle au présent, donc à la diphtongue, empiezan. Ils commencent à chatter à travers l'écran de leur téléphone portable. Et le mobile, c'est le téléphone portable. Pantalla, c'est l'écran. Je rappelle qu'en espagnol, c'est a través de. Il ne faut pas oublier le D. En français, on ne l'a pas. On dit à travers l'écran. Ici, ce sera a través de una pantalla. Donc voilà pour les personnages. On va voir un petit peu donc ce qui se passe ensuite, las consecuencias. Pues van conociéndose el uno al otro. On pourrait dire aussi van conociéndose poco a poco. Poco a poco se conocen gracias a los mensajes y fotos que intercambian. Donc là, ici, si on regarde un petit peu la structure qui est en marron, vous avez en fait le verbe ir et vous avez un gérondif du verbe plus précisément conocer, connaître, se connaître. Donc si on traduisait, ça donnerait ils vont se connaître progressivement ou petit à petit. Donc, van conociéndose el uno al otro, c'est synonyme de poco a poco se conocen. Petit à petit, ils font connaissance. D'accord? Et ils échangent donc des messages et des photos. Le verbe intercambiar signifie échanger. D'accord? Donc ici, vous avez donc l'utilisation du gérondif. On va retrouver la même utilisation dans la phrase suivante. Entablan amistad e incluso van enamorándose. Donc, il commence à se lier d'amitié. Entablar amistad, ici, c'est vraiment se lier d'amitié. Et même, et incluso, et même, le Y est devenu E puisqu'on a incluso, incluso commençant par un I. Je vous rappelle qu'en espagnol, on l'a déjà vu, c'est une modification orthographique. On ne peut pas avoir II. Donc, pour des questions de son et de facilité de prononciation, on remplace le Y par un E. Donc, ça donne e incluso. Mais ça ne change pas la valeur du Y. Ça veut toujours dire et ET en français. Donc, et même, ils vont petit à petit tomber amoureux. Enamorarse, en espagnol, c'est tomber amoureux. Donc, si je reviens à ma structure, donc on a utilisé le verbe ir plus le gérondif pour annoncer ici la progressivité de l'action, petit à petit. Mia le dice a Alejandro, sos lindo. Alors, je vais revenir là-dessus parce que le sos lindo, en fait, fait référence au voceo. Donc, je vais vous en parler, je vais expliquer d'où ça sort. C'est pas SOS, ce n'est pas ça. Ici, c'est le verbe ser, d'accord?
on a simplement enlevé le i. Normalement, ça devrait être sois lindo. En fait, ce qui se passe, c'est que en Amérique latine, à la place de utiliser sois, on enlève le i et on utilise donc le voceo. Je vais expliquer comment ça fonctionne. Vous allez comprendre, c'est assez simple. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, IR plus gérondif, progressivité de l'action. Avant de passer au voceo, je fais un petit point sur tout ce qui va être gérondif, enclise et règles d'accentuation, parce qu'on en a besoin. Alors, je commence par faire un rappel sur le gérondif, sa construction et les particularités que l'on n'a pas forcément travaillé en classe. Donc, le gérondif, je vous rappelle que quand on a un verbe en AR, on enlève AR, on met ando. Et quand on a un verbe en ER et IR, on enlève ER et IR, on met yendo. D'accord? Donc, par exemple, cantar, ça fait cantando, comer, ça fait comiendo, et vivir, ça fait viviendo. Plusieurs formes existent avec le gérondif, notamment quand on veut traduire une action en cours. Quand on veut dire être en train de, on utilisera estar suivi du gérondif. Si vous voulez dire je suis en train d'apprendre ma leçon, on dira estoy aprendiendo mi lección. Vous pouvez aussi utiliser, donc, comme on vient de le voir, ir plus gérondif pour marquer la progressivité d'une action, pour traduire peu à peu, petit à petit. Par exemple, si vous voulez dire j'apprends ma leçon petit à petit, voy aprendiendo mi lección. Si vous voulez dire la continuité d'une action, traduire continuer à, par exemple, je continue à apprendre ma leçon, sigo aprendiendo mi lección. D'accord? Je rappelle juste au passage que seguir est un verbe qui s'affaiblit. Le E devient I au présent hein, sur les personnes 1, 2, 3 et 6. Sigo, sigues, sigue, seguimos, seguis, siguen. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gérondifs sont parfois irréguliers. On a quelques irréguliers. C'est le cas du verbe aller, ir qui fait yendo. Donc, normalement, ça devrait être un i, c'est remplacé par un y. Et les r, c'est pareil, on met un y, les yendo. D'autres verbes ont également une particularité, c'est le cas des verbes qui s'affaiblissent, comme le verbe pedir, decir, venir, sentir, qui respectivement vont faire pidiendo, diciendo, viniendo, sintiendo. Et puis, vous avez également les verbes comme dormir, poder, morir, qui eux aussi subissent du coup l'affaiblissement ici, enfin comme s'ils s'affaiblissaient. Donc, ça fait durmiendo, pudiendo et muriendo. Alors, petit point quand même, c'est l'enclise. Il faut savoir que l'enclise, c'est quand on ajoute un ou des pronoms compléments derrière le verbe et collé à lui. Donc, cette enclise va être obligatoire dans 3 cas, au gérondif, à l'infinitif et à l'impératif. Donc, au gérondif, si on veut dire il continue de me chanter une chanson, hein, vous aviez un exemple, me canto la canción, il me chante la chanson. On dira donc pour dire il continue de me la chanter, sigo, je continue de la chanter, sigo cantandomela, d'accord? Donc, sous-entendu, je continue de me chanter la chanson, sigo cantandomela. Donc, le me passe à la fin et le la également, tout est collé et on rajoute un accent, je vais y venir sur l'accent. À l'infinitif, si on veut dire Juan vient me la chanter aujourd'hui, sous-entendu me chanter cette chanson-là, hein, Juan viene cantarmela hoy. Pareil, le me, le la sont derrière le verbe et collés à lui et on a rajouté un accent. Et puis à l'impératif, si on veut dire chante-moi la chanson, hein, chante-la moi, on dirait en français, ou chante-moi la, on dirait cantamela en espagnol. Pour ce qui est donc des pronoms, attention, le complément d'objet indirect se place toujours avant le complément d'objet direct. Dimelo. Le mais se place d'abord et ensuite c'est le lo. D'accord? Donc ça aussi, je vais revenir sur la différence entre les différents pronoms pour que vous puissiez bien comprendre comment on fonctionne. Hein. Alors, donc les pronoms personnels compléments, donc en français. Hein, donc par exemple, me, te, le, la, nous, vous, les. Hein. Donc ça, c'est des pronoms COD. Je vous ai mis aussi les pronoms sujets qui correspondaient. Donc il faut savoir qu'ils se placent toujours entre le sujet et le verbe et qu'ils permettent de remplacer un complément d'objet direct pour éviter une répétition. Exemple, tu as acheté ce CD. Pour éviter de répéter ce CD, on peut dire tu l'as acheté. Le L' remplace ce CD. D'accord ? Pour la négation, tu n'as pas acheté ce CD, tu ne l'as pas acheté, ça change rien du tout. On a là aussi le pronom COD. Les pronoms personnels compléments d'objet indirect, donc toujours la même chose, ils se placent entre le sujet et le verbe, ils permettent de remplacer un complément d'objet indirect introduit par la préposition
à pour éviter une répétition. Je téléphone à ma mère, je lui téléphone. D'accord? Pour la négation, ça ne change rien, je ne lui téléphone pas. D'accord? Il y a des exceptions. Pensez à plus le pronom tonique. Nous pensons beaucoup à Pierre et Martine. Nous pensons beaucoup à eux. Hein, donc parfois, voilà, on adapte aussi en fonction de la langue. Alors, en espagnol, on va essayer de transposer ça pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Donc ici, on a les pronoms sujets que vous connaissez déjà, qui, je rappelle, sont optionnels en espagnol. Hein, on les utilise pour marquer une insistance, mais les verbes, à chaque fois, vont vous donner la personne qui, grâce à leur terminaison, donc la personne qui correspond. Hein, la plupart du temps, parfois, on a des verbes, des terminaisons qui sont similaires. Hein, je rappelle à l'imparfait, par exemple, ia ou aba, qui peut être je ou il, elle ou sted. Donc, il faut parfois remettre le pronom, mais sinon ils sont quand même globalement peu utilisés, enfin moins utilisés que nous quoi, en français. Donc les pronoms personnels sujets sont yo, tu, elle, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ça vous connaissez déjà. Le pronom COD qui va correspondre, ça va être me, te, lo, les, la, nos, os, los, les, las. On vous a mis en français à quoi ça correspondait. Le pronom COI va être me, te, les, nos, os, les. Les pronoms réfléchis qui, je le répète, servent donc quand vous avez un verbe pronominal, hein, notamment llamarse, ça on l'a déjà vu aussi, me, te, se, nos, os, se. Et puis, vous avez des pronoms aussi qui peuvent être introduits par une préposition pour dire moi, mi, ti, elle, ella, usted, si, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, si. D'accord? Donc là, quand il y a une préposition derrière, le pronom qu'on va retrouver va être ce que je viens de vous lire. Donc préposition, c'est par exemple para, por, a, de, sobre, etc. D'accord? Donc ça, c'est des prépositions. Je passe aux règles de l'accentuation. Donc en espagnol, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mots sont accentués. C'est-à-dire qu'ils ont tous une syllabe tonique. C'est la syllabe sur laquelle vous allez appuyer quand vous allez parler. C'est une façon naturelle de montrer que dans une langue, on a des endroits où on va prononcer plus fortement la syllabe. Donc, il y a 3 règles à connaître. Tout d'abord, quand le mot se finit par une voyelle, A, E, I, O, U, ou quand il se finit par N ou par S, la syllabe accentuée va être l'avant-dernière syllabe. D'accord ? Je précise juste qu'il n'y a pas le Y. Le Y en espagnol est considéré comme une consonne. Donc pour cette première règle, on vous donne des exemples. Le mot chorizo, qui est un mot qui se finit donc par un O, donc par une voyelle, va s'accentuer naturellement sur ri. Chorizo. Le mot isla, pareil, finit par une voyelle, un A, donc c'est la première syllabe qui va être accentuée, isla. Quand un mot se finit par une consonne, sauf N et sauf S qui donc font référence à la première règle qu'on vient voir. Hein. Donc là, l'accent tonique ou la syllabe qui va être accentuée va être la dernière syllabe du mot. Exemple, professor, espagnol. D'accord? Donc là, c'est sor et ñol qui sont accentués. Ce sont des mots qui se finissent ici par des consonnes. Il y a des exceptions. Donc tous les mots qui ne respectent pas ces 2 règles qu'on vient juste d'énoncer vont porter un accent écrit. Et l'accent écrit va vous indiquer où est accentué le mot. Exemple, teléfono, football. Et vous avez également tous les mots qui se terminent par ON ou par ION comme canción. D'accord? L'accent, il est sur le O, voilà, c'est obligatoire. Donc déjà, tous les mots qui vont se finir par ON, pensez bien à mettre votre accent, il est obligatoire, hein, l'accent écrit. Donc voilà pour les règles d'accentuation. Alors, pourquoi je vous ai parlé des règles d'accentuation? C'est tout simplement parce que quand on va faire l'enclise, le fait d'ajouter un ou plusieurs pronoms à la fin du verbe, ça peut décaler la syllabe tonique de votre mot et parfois il va falloir ajouter un accent écrit pour pouvoir conserver l'accentuation d'origine du verbe. Donc je vais vous donner des exemples. Dis plus mais, si on veut dire dis-moi, ici il n'y aura pas besoin de rajouter un accent parce qu'on a un monosyllabe. Dis, il n'est pas accentué, on n'a pas besoin de rajouter d'accent. Par contre, si vous voulez dire dis le mois, hein, sous-entendu dis le mois ce secret par exemple, on dira dímelo. Pareil pour cantale, chante lui. Ici, on doit rajouter un accent écrit sur la première syllabe.
Pourquoi? J'explique. La syllabe du verbe canta, la syllabe qu'on va accentuer naturellement quand on parle, c'est la première, can. Pourquoi? Parce que canta, ça finit par une voyelle. Donc, première règle qu'on a vue de l'accentuation, c'est que les mots qui finissent par une voyelle, c'est l'avant-dernière syllabe qui est accentuée. Donc, dans canta, c'est can qui est accentué. Mais si on ajoute un pronom derrière et collé au verbe, comme les, le problème, c'est que ça va décaler l'accent tonique. Ça va devenir ta. C'est une voyelle, les, c'est un E. Donc, si on s'en réfère à la règle d'accentuation que l'on vient de voir, c'est forcément l'avant-dernière syllabe qui va être accentuée. Donc, ça devient ta. Donc, pour conserver l'accentuation sur can, il va falloir remettre un accent écrit. Cantale. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Bien penser à remettre l'accent écrit là où est naturellement accentué votre verbe. Je passe brièvement au bosseo, j'en parlais tout à l'heure. Donc en Amérique latine, il faut savoir qu'il y a certains pays comme l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et d'autres qui utilisent le pronom vos. C'est équivalent au pronom tu, tu en espagnol. Donc on vous a mis la conjugaison, par exemple le verbe hablar, pour tu vous connaissez, ça fait hablas au présent. Pour le bosseo, donc ça fera hablas, on met juste un accent sur le A. Voilà. Pour comer, comes, on mettra pareil un accent sur le E, comes. Escribir, pareil. Escribes, par contre, on va garder en fait le I de escribis. Vous voyez? Donc là, on a mis comme si c'était vosotros, en fait. Donc comme si c'était vosotros et on laisse le I. Et puis pour ser, ça fait sos. Ça devrait être sois. On a enlevé le i par contre ici et ça fait sauce. Donc pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'on est en Amérique latine en fait dans le spot que vous avez vu dans la campagne publicitaire. D'où vient ce phénomène? Il vient en fait du passé. Donc c'est un héritage de l'Espagne qui à un moment donné l'utilisait comme forme de respect, d'accord? Et puis avec la colonisation de l'Amérique, ce qui s'est passé, c'est que on a conservé ce vos, alors que l'Espagne a utilisé à la place usted, pour que vous voyez. En Amérique latine, on a gardé le vos et on l'a conservé, mais on l'a conservé pour un traitement entre personnes qui se tutoient finalement. Donc ça s'est implanté dans plusieurs zones et c'est devenu très populaire, d'accord? Et ça a perdu toute connotation de prestige, de valeur, je dirais, formelle, d'accord? Ça reste vraiment comme si on tutoyait. Alors, quelques exemples. Par exemple, pour le bosseo, vous pouvez trouver des phrases de type Escucha, Pablo, ¿sabes qué pasa? Vos no pareces apurado. Seguro tenés tus motivos, pero ponete en mi lugar. ¿Entiendes lo que te digo? Ça correspondrait à une forme de tutoiement en Espagne qui serait Escucha, Pablo, ¿sabes qué pasa? Tú no pareces apurado. Seguro tienes tus motivos, pero ponte en mi lugar. ¿Entiendes lo que te digo? Voilà, donc c'est une forme qui remplace tout finalement. Je vous ai mis simplement à titre d'information une petite carte pour vous montrer où est-ce qu'on retrouve plus particulièrement cette forme-là. Donc c'est l'Argentine, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. C'est un peu plus restreint en Colombie, Venezuela, Équateur et Bolivie. Et puis on l'utilise parfois dans certaines parties de certains pays. Chili par exemple, au centre du Chili, dans le sud du Mexique, à l'est du Panama, d'accord. Et puis il y a des pays où on ne l'utilise plus, on l'a utilisé mais on ne l'utilise plus. C'est le cas donc de l'Espagne, comme je vous le disais, la République dominicaine, de Porto Rico, qui se dit d'ailleurs Puerto Rico, attention en espagnol, le Pérou et Cuba. Pour en revenir donc à notre compréhension orale, je vous pose 3 questions pour avancer sur la compréhension. Donc, ¿qué deciden los chicos después de intercambiar varios mensajes? Los dos se ponen de acuerdo para poder reconocerse. ¿Cómo lo harán? Je vous laisse réfléchir et je fais la correction ensuite. La 3e question viendra après parce que sinon ça vous donne la réponse à la question 1. Correction. Deciden quedar el viernes en la plaza del centro para conocerse en persona. Quedar, je vous dis juste que ça veut dire concertar una cita, c'est-à-dire se donner rendez-vous. Ici, c'est ils décident de se donner rendez-vous le vendredi à la place du centre pour se connaître en personne. Un autre exemple avec quedar, c'est par exemple quedamos en el cole a las 8 lunes. On se donne rendez-vous au collège à 8h lundi, par exemple. Donc là, ici, ça a le sens de se donner rendez-vous. Quedar a aussi le sens de rester. Quedo en casa, je reste à la maison.
Les deux donc se mettent d'accord pour pouvoir se reconnaître lors de cette rencontre. Comment est-ce qu'ils feront? Je vous rappelle le verbe harán. Ici, c'est le verbe hacer au futur, qu'on a déjà vu. Hein. Donc, utilizarán un código de vestimenta. El chico vestirá una campera negra, mientras que la chica vestirá ropa rosa. Donc, ils décident qu'ils utiliseront un code vestimentaire. Il portera donc une veste noire, alors que la fille, elle, portera des vêtements de couleur rose. Plusieurs choses. Donc, je vous rappelle que pour dire porter, on peut utiliser le verbe vestir ou le verbe llevar. Vestirá, llevará, futur. Mientras que sert ici à comparer, hein, on traduirait par alors que, tandis que. Et simplement, pour que vous puissiez bien voir, c'est qu'il y a aussi des différences au niveau du vocabulaire entre l'Amérique latine et l'Espagne. Chaqueta en Espagne, c'est la veste. En Amérique latine, on dira campera. Et on verra aussi tout à l'heure qu'il y a plusieurs mots qui peuvent changer en fonction des pays, en fait. Même à l'intérieur même d'un pays, enfin à l'intérieur même du continent, selon les pays, il peut y avoir des mots différents. Dernière question que je vous pose, describe el estado de ánimo de los protagonistas antes de encontrarse, cómo se sienten. Donc à vous de me décrire l'état d'esprit des personnages avant de se rencontrer, comment est-ce qu'ils se sentent. Je vous laisse réfléchir. Réponse. Los dos están muy contentos, se muestran ilusionados, entusiasmados porque se mueren de ganas por conocerse en persona, cuidan su apariencia y se arreglan antes de salir. En efecto, la chica se maquilla los labios con un pintalabios, mientras que el chico se perfuma. Donc les deux sont très contents, ils sont pleins d'espoir, très enthousiastes, ils meurent d'envie de se connaître en personne. Hein. Morirse de ganas, c'est mourir d'envie. Attention à la diphtongue du verbe morir, mueren. Ils soignent leur apparence, cuidar la apariencia, c'est soigner son apparence, et ils se préparent, ils se font beaux, ils s'apprêtent, hein, c'est arreglan, avant de sortir, antes de salir. Donc la jeune fille se maquille les lèvres, se maquilla los labios con un pintalabios. Pintalabios, c'est un rouge à lèvres. Hein, pintar signifiant peindre, aussi maquiller, hein, ça a aussi le sens de maquiller. Et le garçon, donc, lui, se parfume. C'est perfuma, c'est le verbe perfumarse. Pour terminer ce cours, je vous montre quelques différences au niveau du vocabulaire selon les pays. Hein. Vous voyez, par exemple, on vous a dit como se dice amigo en tu país. En Argentine, on dira che. En Guatemala, on dira patojo. Colombia, parcero. Honduras, alero. Chile, yunta. México, cuate. Cuba, acerre. Pérou, pata. Espagne, colega ou amigo. Venezuela, pana. Et puis, donc, on vous a fait aussi un tableau pour vous montrer les différents mots que l'on peut utiliser pour dire en Espagne tapa, hein, donc les tapas qu'on mange, hein, que vous connaissez, hein, qui sont souvent mangés en accompagnement quand on boit un coup dans un bar en Espagne par exemple. Comment est-ce qu'on peut dire le mot lavabo aussi, hein, selon différents pays, vous voyez, vous avez différentes choses. Comment est-ce qu'on dit hot dog? En Espagne c'est perrito caliente, mais par exemple en Argentine ça sera pancho, alors qu'au Chili et au Mexique ça sera hot dog. Au perrito caliente au Venezuela. Pancho également en Uruguay. Comment est-ce qu'on dit haricot vert ou dia verde? Donc différentes choses. Ejote au Mexique, parroto verde au Chili. Bragas, donc ça c'est le caleçon. Comment est-ce qu'on dit en fonction des pays? Diga qui veut dire allô. Et va être aussi dit de façon différente en fonction des pays. Autobus, l'autobus ou le car. Estar sin blanca, c'est être sur la paille, on dirait en français, hein, ne plus avoir d'argent. Et trabajo temporal, c'est un travail temporaire. Là aussi, différentes façons de dire en fonction des pays. Donc voilà, en espagnol, il faut savoir qu'il y a une grande variété en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, hein, la langue ayant évolué de façon différente en fonction des zones géographiques et des siècles. Terminamos con los deberes, donc pour mardi 19 mai, pour vérifier que vous ayez bien compris les points de grammaire qui ont été abordés tout au long de la séance, je vous demande de faire les deux exercices suivants. Dans le premier exercice, il s'agit de recopier les phrases en utilisant les pronoms compléments qui correspondent. On vous a mis un exemple, hein, tu vas a tomar una aspirina, vas a tomártela. Et dans le deuxième exercice, il s'agit de souligner la syllabe tonique de chaque mot. Voilà. Así que os digo hasta martes próximo y buen fin de semana a todos. Adiós.